Alors, pour vous permettre de connaître encore mieux le musée, je vous présente maintenant l'équipe de travail qui œuvre au sein du musée minéralogique. Alors, on est en compagnie de M. François Cinq-Mars, directeur du musée. Bonjour François. Bonjour Geneviève. Alors, j'aimerais que tu nous expliques quel est ton rôle ici au sein du musée. C'est bien sûr en premier toute la gestion des budgets, ceux qu'on a, mais également ceux qu'on n'a pas, dans le sens qu'il faut, quand on est directeur d'une petite institution, il faut comprendre qu'il faut aller chercher bon an, mal an, 60% des budgets. Donc, c'est de suivre les concours, c'est de développer des idées de projets au niveau des expositions présentement pour aller toujours, parce que musée, on change toujours notre programmation, c'est jamais les mêmes expositions à chaque année. Donc, il faut aller chercher les budgets financiers de ces projets-là. Donc, c'est le gros, je dirais que c'est le gros de la tâche d'aller chercher des fonds, aller chercher des partenaires financiers, des commanditaires pour nos différents projets pour assurer le financement des opérations du musée. Puis aussi, comme c'est des petites équipes en région, les directeurs de petits musées doivent être polyvalents, c'est-à-dire doivent s'impliquer. On ne peut pas se contenter de juste faire la gestion des ressources matérielles, financières et humaines. Il faut en plus se mêler dans la recherche au niveau du concept de la muséologie, du concept des expositions. Il faut mettre la main à la pâte parce que sinon, on n'a pas les ressources pour arriver. Puis sur le plan professionnel, il faut qu'un directeur s'accomplisse en réalisant des projets d'écriture, de concepts d'exposition. Ça fait partie un peu de la job, comme les relations publiques, les communications, la promotion. Je me trouve à toucher ça, puis chapeauter aussi un peu l'ensemble des programmes éducatifs, même si c'est confié à notre responsable. Là. Il faut quand même avoir un œil sur tout, mais on ne peut pas tout faire. Il faut être un peu généraliste quand on occupe une fonction comme ça dans un petit musée. OK. Tu parlais de budget tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de déterminer des pourcentages? Quel est le pourcentage de revenus autonomes, pourcentage de subventions? Oui, tout à fait. On a une bonne idée parce qu'on a à peu près, je dirais, bon an, mal an, on a une subvention. Comme le musée est reconnu, on va chercher environ 40 de notre budget via le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec. Ça nous assure qu'on reçoit chaque année une subvention qui est malheureusement pas indexée à chaque année. Donc, il faut aller chercher à chaque année un peu plus pour combler l'indexation du coût de la vie. On peut dire, grosso modo, on a 30 de revenus autonomes. Ça, je rentre là-dedans les revenus d'entrée, revenus de vente à la boutique, les commanditaires. On peut dire, ça joue, ce qui est très bon pour un petit musée, 30 On a de l'aide au niveau, un soutien municipal qui représente peut-être 8 à 10 On va chercher via des concours, ça c'est rien de garanti. Au niveau du patrimoine canadien, on va chercher environ 20 de nos budgets. C'est encore là, c'est selon les budgets d'exposition qu'on finance. Puis c'est des concours, c'est décidé par jury. L'argent nous tombe pas du ciel parce qu'on est un musée. C'est pas suffisant de dire dans nos demandes de programme qu'on est un musée pour penser que l'argent va venir tout seul au musée de Thetford Mines. Il faut se battre à chaque année pour aller chercher des budgets. Fait qu'on n'est jamais sûr d'une année à l'autre ce qu'on va avoir comme budget, est-ce qu'on va pouvoir financer nos projets. Puis, en même temps, il faut faire tout le suivi des subventions qu'on a parce qu'on a des rapports d'étapes, on a des rapports préliminaires, on a des rapports finaux à produire pour chaque projet. Donc, ça c'est c'est des nombreuses tâches qui alourdissent un petit peu le travail, mais en même temps, ça assure que les fonds publics sont quand même bien utilisés.
Donc, c'est ça. On a des demandes de subventions à faire, puis également des rapports à produire suite Oui. à l'octroi de ces subventions-là. Et j'imagine aussi que ces bailleurs de fonds-là ont des attentes par rapport au musée. Donc, le fait d'organiser des activités, des choses comme ça, ça fait partie des attentes. Oui, tout à fait. Ils ont des exigences. Il faut montrer que la subvention a rencontré les objectifs pour lesquels il a été demandé. Par exemple, si on fait une exposition, on produit une exposition pour l'itinérance, on a des objectifs de d'abord réaliser la production. Ensuite, si on présente pour une tournée, il faut s'assurer que si on a dit qu'elle va circuler dans 5 centres au pays, dans 3 provinces différentes, qu'on va être capable d'atteindre cet objectif-là. Puis l'évaluation du public également est importante. Avoir aussi l'évaluation du public, le support de partenaires aussi, parce qu'un musée, c'est pas là juste pour être là. Ça a besoin aussi de soutien de sa communauté, que ce soit des groupes du secteur privé de la population, mais aussi des organismes touristiques qui sont là également pour utiliser cet organisme-là qui est au service de la région. Alors, on voit que tes tâches sont assez complexes à faire ici dans le musée. J'aimerais avoir un peu, pour nos téléspectateurs, que tu nous expliques un peu quel est ton cheminement avant d'être arrivé ici au musée. Qu'est-ce qui t'a permis d'acquérir toute cette expérience-là, pouvoir gérer un musée par la suite? Bon, d'accord. Moi, j'ai fait un bac en histoire suivi d'une maîtrise. Par la suite, j'ai suivi, parce que j'ai toujours travaillé dans le patrimoine, j'ai suivi des formations en muséologie, en gestion, en marketing. J'ai même suivi des cours en marketing touristique également. J'ai travaillé au niveau, avant, j'ai géré 2 autres musées régionaux, donc je connaissais le fonctionnement. J'ai siégé sur des conseils d'administration de musées. Je me suis occupé d'un office de tourisme pendant 2 ans. J'avais fait l'aménagement du village québécois d'antan avant que ça l'ouvre dans les années 80, au début 80. Puis également, j'ai travaillé à Parc Canada au niveau de chargé d'interprétation. J'ai pu voir au niveau des programmes éducatifs les grandes techniques d'interprétation qui font école au niveau de l'Amérique du Nord, que ce soit dans les parcs nationaux américains ou à Parc Canada. C'est quand même toute une école très formative au niveau des programmes publics, puis aller chercher le public, sensibiliser le public à nos activités. Donc, j'avais ce volet-là, puis l'expérience de 2 autres musées, plus la formation, puis c'est formation continue en cours de carrière, parce qu'on a toujours à apprendre, puis c'est important. Moi, je trouve toujours ça décevant quand je vois des organismes dont le personnel n'a pas accès à de la formation. Moi, je pense que c'est important, c'est un enrichissement. Puis il ne faut pas penser qu'on connaît tout, par exemple, dans notre secteur, parce qu'on a le chapeau de musée. On a toujours à apprendre des nouvelles techniques. Il y a des voyages d'études, il y a des formations qui se donnent. Moi, je trouve ça important. Puis c'est pour ça qu'on consacre un budget chaque année de formation pour notre personnel, là. Même si on dépasse largement le 1 % de formation de notre masse salariale. L'année 2008 a marqué ton 20e anniversaire comme directeur du musée minéralogique. On peut même dire que c'est grâce à tes bons soins envers le musée que tu as pu faire émerger en fait le musée de son anonymat à tes débuts comme directeur. Peux-tu nous expliquer un peu ce qui est arrivé dans les débuts? Bon, dans les débuts, c'est sûr que quand je suis arrivé ici, le musée était passablement mal en point. Ça faisait 2 ans que le ministère voulait retirer l'accréditation au musée. Donc, parce que le musée remplissait pas justement les exigences du programme d'aide au fonctionnement. Donc, parce qu'il faut comprendre qu'on est évalué à chaque année.
puis aux 3 ans par un jury d'évaluation des musées. Donc, il y a certains musées, à cause de leur dysfonctionnement, qui ont perdu leur accréditation depuis les années 80. Ça aurait pu arriver ici. Une de mes premières tâches a été de restructurer le musée, l'orienter vers ses grandes fonctions de recherche, de production, d'exposition. Parce que jusque-là, les gens pensaient beaucoup à relocaliser le musée, toutes sortes de bâtisses, mais personne ne s'était arrêté à définir, mais combien d'espace qu'on a besoin, ça serait quoi les fonctions qu'il faudrait avoir dans le nouveau musée ou la spécialisation des espaces. Les gens n'avaient pas cette connaissance-là des musées pour envisager une bonne relocalisation. Parce que, de toute façon, on ne peut pas reloger un musée dans n'importe quel type d'édifice, puis ça ne solutionne pas tous tes problèmes. Avant de penser à déménager, il faut d'abord fonctionner comme un vrai musée, redéfinir ta mission, tes besoins, puis ensuite de là, tu peux t'arrêter un programme plus intelligent pour définir qu'est-ce que tu as besoin. Finalement, après quelques mois, on avait un nouveau plan de restructuration. On a déposé ça au ministère. On a augmenté les budgets de 60 dès la première année. L'an 2, on avait déjà doublé les budgets, puis ça a été de suite. Puis, heureusement, avec les premières expos, programme de recherche sur les collections, ça a donné lieu les premières expos thématiques sur les collections du musée. Parce que le musée, quand je suis arrivé ici, c'était un peu comme un laboratoire d'étudiants en technique minérale où on voyait des grandes tablettes avec des minéraux sur des étagères, mais il n'y avait pas de regroupement pour le néophyte qui permettait de s'introduire à ce monde-là. C'était beau de voir des minéraux, mais encore faut-il les rendre accessibles. Puis c'était présenté vraiment comme un cabinet de curiosité où tu arrivais, tu découvrais des roches, des minéraux de toutes les couleurs, mais il n'y avait pas de clé pour nous aider le public à comprendre, à entrer dans ce monde-là, des minéraux, de la géologie, il n'y avait rien. Puis on avait dans la section sur l'amiante, c'était un peu plus, ça ressemblait plus à un showroom de compagnie où on présentait tous les produits qu'on fait avec l'amiante, alors qu'un musée peut présenter ça, mais il n'y avait aucune thématique développée. Donc, on a repensé ça, mais c'était vraiment un beau défi parce qu'on arrivait, tout était à refaire. On pouvait difficilement faire pire, mais c'est là qu'on a introduit plus des thématiques, expliquer aux gens leur histoire, l'histoire des mines. Oui, il y a des produits, mais il faut expliquer aux gens d'où c'est parti cette industrie-là. Puis on a fait le lien, la dimension. Je pense que j'ai pu apporter ici plus la dimension de sciences humaines qu'il n'y avait pas dans le musée, mêlée avec la géologie, la minéralogie. Puis c'est ça qui a fait qu'on a été invité à des conférences internationales parce que les gens sont venus voir et ont dit, bien là, c'est une autre façon de voir, d'aborder la muséologie. On est passé d'un cabinet de curiosité à un musée plus moderne où les objets, au lieu d'être centrés sur l'objet, on a centré sur le message. La nouvelle muséologie, un peu, vous allez au musée de la civilisation et tout ça. Moi, je suis plus cette école-là. C'est vraiment d'être centré sur le message où les objets viennent en support pour expliquer, amener du contenu. Les gens se divertissent, mais puissent apprendre en même temps, que ce soit dans un environnement qui resitue les objets et non centré uniquement sur les objets. Les musées, puis on voit qu'il y a une tendance depuis quelques années qui est encourageante là-dessus. Les musées ont changé, mais contrairement à ce qu'on pense, l'achalandage des musées augmente. A augmenté. On regarde les statistiques au niveau de l'Observatoire des musées québécois. Au niveau des statistiques d'achalandage, encore cette année, c'est pas loin de 13
millions de gens qui ont fréquenté les musées québécois. Les gens fréquentent de plus en plus, c'est une hausse de 6 par rapport à la dernière année. On voit que depuis les 5 dernières années, le public a suivi tout le changement qui s'est fait dans le domaine des musées. On est passé une nouvelle muséologie, mais le public, c'est ça qui est encourageant, a suivi également. Parce que c'est devenu plus participatif que contemplatif, si on oui, tout à fait. Puis les gens ont accès. Oui, les gens viennent pour se divertir, mais aussi dans un musée, ils veulent apprendre tout en s'amusant. Puis il faut combiner ça, surtout dans un musée de sciences comme ici. Bien, merci François pour ce virage-là, ce qui est devenu le musée aujourd'hui. Merci également pour l'entrevue, pour nous avoir permis de mieux connaître tes fonctions, de mieux te connaître aussi. Merci. Oui, merci. Nous sommes maintenant en compagnie de Mme Monique Laberge, qui est secrétaire administrative ici au Musée minéralogique. Alors, bonjour Monique. Bonjour. Alors, j'aimerais que tu expliques quel est ton rôle ici au sein du musée. Alors, une secrétaire administrative s'occupe de la comptabilité. Les revenus, les dépenses, tout ça doit être consigné selon les projets. Et ensuite, il y a aussi la paye, la prise des heures de travail, etc. Alors, il y a beaucoup, ça comporte beaucoup de choses. Je suis un petit peu la gardienne d'archives, là, c'est un bien grand mot, là, mais toutes les expositions, par exemple, qui ont été faites depuis le début, depuis 1876, on sait qu'il y en a à peu près 187 déjà, là, à peu près. Tout ça doit être consigné dans un fichier. Alors, je suis un peu la gardienne de toutes ces informations-là qu'on peut avoir besoin à un moment donné. Le technicien en muséologie peut avoir besoin de savoir telle information sur ce qui s'est déjà fait, etc. Le directeur aussi. Alors, les classeurs sont bien pleins. C'est sûr qu'il faut avoir aussi un fichier sur les fournisseurs, il faut avoir un fichier sur un paquet de données qui sont très, très, très importantes. On a des bases de données. Alors, il faut s'assurer qu'elles sont toujours à point, mises à jour. Alors, il y a des bases de données sur les membres, il y a des bases de données sur nos invités, nos collaborateurs, nos partenaires. C'est très, très important. Et puis, toutes ces données-là, il n'y a pas juste moi qui en prend des données, il y a tout le monde. Tu sais, Geneviève, t'en prends beaucoup sur les événements, pour qu'aussi, à la fin de l'année, on a un document très important qui s'appelle le rapport annuel. Très important que tout soit consigné. Alors, ces informations-là sont nécessaires à un organisme comme le musée. Donc, on doit produire à chaque année un rapport annuel parce que le musée est un organisme à but non lucratif. Donc, ceux qui chapeautent en premier le musée, ce sont les membres du musée. Donc, on doit produire un rapport annuel pour présenter, entre autres, aux membres ce que l'équipe, le musée fait pendant l'année. J'aimerais que tu nous parles un peu... quelqu'un qui voudrait être membre du musée, qui voudrait appuyer le musée, comment est-ce qu'il fait? C'est tout à fait simple. Alors, puis les avantages sont grands parce que pour un montant de 20 qui comprend les taxes, la personne peut visiter le musée en tout temps pendant cette année-là. Alors, c'est 20 annuels et elle a droit aussi, à ce moment-là, de voter à l'Assemblée générale annuelle. Le membre a le droit de voter. Et comme autre avantage, il y a 10 sur les produits de la boutique. Alors, sur presque tous les produits, parce que certaines catégories où il n'y a pas un rabais, mais sur la majorité des produits, il y a un 10 d'escompte. Alors, je pense que pour un montant de 20 annuel, et la personne peut aussi prendre une adhésion familiale. À ce moment-là, l'adhésion familiale, c'est 30 Elle a droit à ce moment-là à un invité également et à sa famille. Alors, je pense que ça vaut vraiment la peine. Il y a aussi l'adhésion pour un organisme qui est de 50 et pour une entreprise qui est de 75 Alors, dans ce dernier cas, c'est déductible d'impôt.
à partir de 75 $. Alors, c'est vraiment... parce qu'il y a beaucoup d'expositions au musée. Alors, on offre énormément de choix. On a eu 12 expositions l'année dernière. Ça a été une année record. Je ne sais pas si on va battre cette année. Mais 12 expositions nouvelles, c'est quand même quelque chose, là. Alors, celui qui veut être membre, là... Donc, ça vaut la peine d'être membre pour revenir voir beaucoup ces d'avantages. expositions-là. Et en plus, les membres sont invités à chaque inauguration, parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle exposition, Exactement. on fait une inauguration, les membres sont invités. Oui, Alors, c'est un privilège, comme tu dis, Geneviève, là, non alors, négligeable. Parmi tes tâches aussi, Monique, j'imagine que tu as à gérer aussi la communication avec ces membres-là aussi. Oui. Les invitations aussi, gérer les listes d'adresses et tout. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est un travail, quand on envoie des envois massifs, comme on dit, là, il faut envoyer des cartons d'invitation, alors, tout ça est à gérer, là, tout... il y a beaucoup de choses à faire autour d'une... il y a les conférences aussi, les invitations aux députés, aux maires, etc., là, pour les conférences. Il y a beaucoup de choses. Donc, tu es ici au musée pour apporter un soutien, en fait, au directeur, mais aussi à tous les autres employés. Donc, le poste de secrétaire administratif est très important dans un musée. Pour pouvoir en arriver là, j'aimerais que tu nous expliques un peu quel a été ton cheminement de carrière avant d'arriver ici au musée, puis aussi combien de temps ça fait... Alors, c'est un peu spécial comme cheminement parce que mon époux travaillait pour la Société Asbestos et il travaillait à Montréal à ce moment-là, à l'édifice Sun Life, au 20e étage. Et dans ce temps-là, l'exploitation minière marchait à plein. Et pour les acheteurs, il y en avait 20 acheteurs. Uniquement celui qui achetait tout ce qu'il fallait pour faire fonctionner les mines. Et à un moment donné, bien, on dit, on regroupe tous nos effectifs, on va les ramener à Thetford Mines. Et mon époux, il était tout à fait d'accord. Il trouvait que la ville était tout à fait belle. Il tombait en amour avec Thetford Mines. Il y avait une piste de ski. Très heureux. Et puis, lui, c'est un type qui est venu au monde à Montréal, mais qui a toujours eu... il aimait mieux les régions moins urbaines. Alors, quand il a vu Thetford, quand il venait rencontrer les autres acheteurs, avant le déménagement, tout ça, puis il dit, il n'y a aucune hésitation. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé à Thetford Mines. Et moi, je travaillais avant comme responsable des préposés dans une compagnie d'assurance. Et là, je me suis dit, je ne connais pas personne à Thetford. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile de me trouver un emploi. Et j'avais arrêté quelques années. À ce moment-là, j'ai dit, je reprends mes études. Au cégep de Thetford, ils ont bien voulu me prendre comme étudiante en bureautique. Et j'ai fait mes 3 années. Et puis, ça n'a pas été long que je me suis trouvé d'abord un petit travail pendant mes études chez un courtier d'assurance parce que j'avais de l'expérience. Et ensuite, j'ai fait l'application au cégep, mais à ce moment-là, M. Gamache, qui était responsable des bibliothèques, qui avait reçu mon application, c'était la bibliothèque, il a transféré, il était président du musée, il a transféré ma demande au musée. Il cherchait quelqu'un, je ne savais pas. Et après avoir passé l'entrevue, on était quelques-unes là, à passer l'entrevue, passer des tests, j'ai été engagée en 1991, le 27 octobre 1991. Alors, très heureuse d'être ici, très heureuse. Un musée, c'est extraordinaire. C'est jamais... ça change énormément. C'est toujours de nouvelles expositions, c'est toujours de nouveaux défis. C'est jamais statique. Alors, c'est toujours... c'est des défis. C'est très intéressant, nouvelles activités, nouveaux employés aussi. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Parce que des gens qui arrivent sur projet doivent quitter à un moment donné, le projet est fini, et c'est difficile de perdre les employés. Alors, puis les employés, remarquablement, sont toujours très heureux de travailler au musée. C'est un bon environnement, c'est intéressant, c'est culturel, c'est fascinant, un musée. Très heureuse de travailler ici. Donc, le musée ici est à l'image de ses employés, est à ton image, Monique. Merci beaucoup. Merci aussi pour cette entrevue. Merci à toi. Merci. Alors,
Alors, on est maintenant en compagnie de Madame Armelle Legouic, qui est responsable de la collection et de la programmation ici au musée. Bonjour Armelle. Bonjour. Alors, quel est ton rôle au sein du musée? Donc mon rôle, il est en fait, comme mon titre l'indique, en deux parties. Il y a une partie sur la collection, donc c'est toute l'administration de la collection, la restauration des objets, l'acquisition, les recherches. Et l'autre partie, c'est sur la programmation, c'est-à-dire que je vais partir sur les expositions temporaires ou les expositions qu'on fait venir d'autres musées ou celles qu'on crée pour le musée. Donc des créations de musées, d'expos. Donc le musée reçoit des expositions de d'autres musées et en fabrique également. C'est ça. Donc moi je suis responsable de ces deux parties-là. OK. Et avant d'arriver ici au musée, quel a été ton cheminement pour arriver jusqu'à nous? Donc comme mon accent l'indique bien, je suis française, donc j'ai eu une formation en France en chimie puis en communication scientifique. Et ici au Québec, je suis venue faire un diplôme en muséologie qui m'a amenée à travailler dans le milieu des musées au Québec, puis dans ce musée minéralogique qui va bien avec mes intérêts et puis ma formation de chimiste. Parfait. Et je crois que tu travailles actuellement sur un projet qui s'appelle Asbestocil. Est-ce que tu peux rapidement nous dire quelle est la teneur de ce projet-là? Donc là, c'est le gros projet d'exposition pour l'été prochain. Donc on a une collecte de témoignages et d'objets qu'on fait auprès de la population. Donc c'est un appel à la population pour participer à la création d'une banque d'histoire d'objets. On va numériser les photos, on va prendre en photo les objets pour arriver à faire à raconter l'histoire qui s'est passée des personnes, des mineurs qui sont partis à Asbestocil dans le Grand Nord québécois, près de la baie de Déception. Et donc l'exposition va être cette présentation des témoignages et des objets, donc de la vie des mineurs qui sont partis à Asbestocil. Donc, ce sera une très belle exposition à voir l'été prochain au musée. Merci Armelle pour cette entrevue. Les autres employés du musée seront vus prochainement dans d'autres émissions à sujet très spécifiques. On parle entre autres du service éducatif, différentes activités que l'on fait dans les écoles. Alors c'est une invitation pour vous à venir les voir. C'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le musée m'amuse. Merci beaucoup.